Merci chers téléspectateurs de Bénini Paché, merci de renouveler votre confiance de suivre cette émission dénommée Questions d'actualité. C'est une émission que nous avons toujours présentée sur les antennes de Bénini Paché, bien évidemment. En ce jour très spécial, nous recevons sur nos plateaux le docteur Baba, qui est un analyste politique indépendant avec qui nous allons discuter, éventuellement parler sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler au cours de cette émission des causes, nous allons revenir sur les conséquences, éventuellement sur des pistes et des solutions. Pourquoi cette question aujourd'hui? Pourquoi choisir la question sécuritaire aujourd'hui? C'est à l'occasion, bien entendu, de cette date d'indépendance. Vous le savez bien, chers amis téléspectateurs, que cette date nous rappelle l'accession à la souveraineté internationale de la République démocratique du Congo. Et avec lui, nous allons comprendre pourquoi, pendant 64 ans, la République démocratique du Congo, à sa partie orientale, n'arrive pas, bien entendu, bien évidemment, à fumer la calumée de la paix. Pourquoi toutes ces violences? Le docteur Baba, c'est notre invité ce soir. Alors, comme je vous le disais, sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir ce soir le docteur Baba, qui est parmi nos analystes maison et un analyste politique indépendant. Avec lui, nous discutons sur la question sécuritaire à cette date aussi mémorable pour tous les Congolais, pour tous les patriotes qui nous suivent. D'ailleurs, je devrais commencer par là pour m'acquitter de mon devoir de pouvoir dire bonne fête à tous les Congolais et bonne commémoration surtout d'indépendance à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Docteur Baba, c'est vous qui êtes notre invité ce soir. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Je suis aussi honoré de faire partie de vos invités pour cette méga émission qui fait du bonheur de tous les Congolais. Et je pense que nous aurons réellement du temps pour partager, essayer d'apporter notre expérience, les parcours aussi, et apporter quelques petites solutions pour que nous comprenions en fait compte qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire par rapport à ce qui a déjà été fait avant et qu'est-ce qu'on peut encore espérer pour que nous retrouvions réellement cette indépendance tant désirée et tant recherchée. Alors d'ailleurs, naguère, je dois rappeler, et puis avant, vous avez adressé une lettre d'assistance au chef de l'État. Vous êtes parti d'abord de votre parcours, faisant partie d'ailleurs des victimes de cette insécurité, de ces violences, de ce cycle devenu infernal des violences dans cette partie. Vous avez donné dans cette lettre adressée au chef de l'État des solutions, des recommandations éventuellement pour arriver tant soit peu à décanter cette situation et faire de la RDC un véritable oasis de paix. Alors nous allons commencer. Dans votre allocution, pas dans votre allocution, dans votre lettre adressée au chef de l'État, vous avez parlé de vous. Vous vous êtes présenté comme l'une des victimes de ces violences. Vous vous êtes présenté comme celui qui maîtrise la question sécuritaire parce qu'à un moment, vous avez un moment vécu au Rwanda, vous avez un moment vécu en République démocratique du Congo, là où vous êtes pour le moment. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, nous brosser un peu de ces parcours et avant que bien évidemment nos téléspectateurs arrivent à comprendre pourquoi vous vous êtes plongé dans une telle aventure pour interpeller la conscience de l'homme politique congolais. Alors, merci énormément de la question et je pense qu'il est important que nous puissions aller mollo parce qu'on reproche en réalité aux analystes pour la plupart, c'est qu'ils ont un penchant. Soit ils sont de l'opposition, soit ils prennent un penchant pour la majorité. Et très souvent, on leur dit qu'ils dénoncent, mais ils ne proposent jamais rien. Je pensais qu'on devait venir avec un autre vent. C'est-à-dire, nous disons ce qui ne va pas et nous proposons, sur base de l'expérience, ce que nous pensons qui peut marcher. Voilà pourquoi j'ai pris ce temps de faire cette lettre au président de la République. Alors, en termes de présentation, j'aimerais dire c'est ceci. Et moi, mon nom, c'est Moutouza Losongo Baba. Je suis congolais. Mon père et ma mère sont tous congolais. Je viens de la province d'ici de Kivu. Je suis né à Bukavu. Et nous avons vécu pendant un long moment quand même au Rwanda, à Gitarama précisément, où mon père fut enseignant dans une des écoles
à l'époque, soit à Biarimana, jusqu'en 1994. Je suis aîné de ma famille et mes deux parents sont encore en vie. Je suis marié aujourd'hui, père de 3 filles et je ne voudrais pas que mes filles grandissent dans les mêmes conditions que nous. Voilà pourquoi très tôt, j'ai pris cette conscience pour me dire il faut que nous battions comme jeunesse pour que quelque chose change. Maintenant, vous pouvez voir quand même depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, nous avons grandi dans la guerre. Ça a été la guerre tous les jours. Parce qu'après 1994, vous avez 98, quand l'AFTEL arrive, c'est la guerre et nous devons quitter. Nous avons fait Bukavu, Kiska Kisangani à pied. Après, nous rentrons en 2002, c'est les RCD qui commencent. Vous voyez, tous ces temps-là, après 2003-2004, c'était NDP avec Gilles Moutebou et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la région de Béni où depuis 2014, les gens ne font que mourir. Nous sommes une génération ayant grandi sous l'agression et sous le crépitement des balles. Nous avons été constamment à l'école primaire où on savait par exemple chez nous, les mardis, les jeudis, il n'y avait pas moyen d'étudier parce que les maïmaï devraient venir attaquer les RCD à l'époque et tout le mardi, les jeudis, on allait à l'école et à 10h, on devait rentrer sous crépitement des balles. Ces conditions-là finissent par vous armer, vous former et vous motiver pour que vous luttiez, que vous battiez afin que les choses changent. Sur votre histoire. Exactement. Parmi vos collègues, il y en a qui s'affrontaient en tenue comme enfants soldats, alors que tous vous étiez à l'école. Ouais. Et ça, quand même, ce sont des choses qui nous ont marqué, nous, à jamais. Il faut que les gens essaient de comprendre ce qui nous suivent de loin. C'est que, en réalité, les Rwandais et la RDC, je parle de la partie est principalement de Bukavu, nous traversons à pied. C'est-à-dire, les Congolais traversent à pied pour aller au Rwanda et on ne demande absolument rien. De la même manière, les Rwandais traversent à pied. Pour que les gens aient pris des précisions, ils peuvent imaginer qu'il y a un camp d'agents de SNEL qui se trouve au Rwanda. C'est-à-dire que ces agents-là sont congolais, mais ils vivent au Rwanda. Leurs enfants viennent étudier en République démocratique du Congo. Vous voyez, parce qu'on a construit leur camp au Rwanda, juste en face des Ruzizi. Maintenant, lorsque l'AFDEL entre. Et là, vous savez, à l'époque, on parle plus des Banyamulenge qui sont congolais, c'est important de les dire ici. À ce moment-là, nous étudions avec des gens qui se disent congolais comme nous, et je vais le dire, nous sommes entre 5e et 6e année primaire, nous étudions ensemble, et nous remarquons toutes les fois qu'il y a des affrontements entre les Maïmaï et les RCD, par exemple, vous trouvez des gens qui s'absentent 1 ou 2 jours. Et quelques temps après, ils vont revenir à l'école armée, des enfants de l'école primaire. Nous avons touché aux armes pour la première fois à l'école primaire. Nous avons appris à manier ça à l'école primaire, grâce à ces amis-là du Rwandais. Et vous pouvez imaginer qu'un enfant de 5e année primaire qui vient avec un revolver à l'école. Vous voyez? Et quand les FDL viennent, ils ont pour objectif de les éloigner le plus longtemps possible. Mais l'AFDEL devrait avoir des béquilles, ils devraient trouver une raison pour laquelle ils vont attaquer un pays souverain. Vous savez, c'était quoi la raison? La raison, c'était qu'il y avait des Tutsis congolais, notamment les Banyamulenge, qui étaient marginalisés. Et ils venaient pour protéger ces Banyamulenge-là. Voilà la réalité. Donc, lorsque nous parlons ici de ces compatriotes avec qui nous étudions, qui étaient congolais le matin et qui devenaient Tutsis rwandais le soir, c'est principalement les Banyamulenge. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'ils arrivent à Bukavu, on leur donne 2 quartiers. Les premiers quartiers, c'est Nguba Somenki. On a pris des maisons, on a donné uniquement au Banyamulenge. Deuxième quartier, on a donné au niveau de Kansayo, juste en dessous du Kansayo. On a créé tout un quartier, on a électrifié, on a fait passer, on a donné des lots uniquement pour cette partie-là. Maintenant, regardez bien, ils sont congolais, d'accord. Mais comment vous expliquez-vous, par exemple, que pendant tout le temps que Kabila les perd au pouvoir, on est congolais, et le lendemain du 2 août, tous les quartiers et en tenue militaire, et c'est eux qui sont avec les RCD. Là, sur les Banyamulenge. Ah oui. Et dès lors, c'est eux qui occupent tous les postes. Qu'on ne vous trompe pas. Tous les Congolais qui ont été gouverneurs, je peux les citer aujourd'hui, c'était Kantitima qui était gouverneur, et tous les autres, y compris la RTNC, ils n'ont jamais eu le véritable pouvoir. Et nous, on le savait. Déjà à l'époque, on était enfants, et on le savait qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Ceux qui dirigeaient, ceux qui tiraient les ficelles, la l'ombre, ça a toujours été, je ne sais pas comment on appelle ça, nous on l'appelait les Banyamulenge, mais qui avait cette acquaintance, et qui nous disait clairement, par exemple, nous allons vous dominer, c'est votre pays, vous serez esclaves, vous allez voir ce que nous allons faire de vous. Ça, on nous a rabâché cela
Tout le temps. La preuve, quelques mois avant la négociation de Sun City, il y a encore un semblant de présidence, un Congolais de pure souche qui est à la tête de RCD. Mais lorsqu'on devrait aller réellement négocier, qui prend les rênes? C'est Maître Azara Souberois. C'était la preuve même qu'à ce moment-là, tous ceux qui apparaissaient étaient juste des patins qui étaient là pour faire penser aux Congolais que c'était leur mouvement. En réalité, ça n'a jamais été un mouvement qui devait accompagner. Donc ces gens qui venaient armés, c'est eux qui tenaient l'impérium du pouvoir. Il faut que vous compreniez ça. Ils étaient intouchables. Et donc les Banyamulenge, j'ai mis entre guillemets, et certains Tutsis qui ont quitté le Rwanda pour venir s'installer dans les plus belles maisons de Bukavu. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face encore à ces problèmes. Il y a ce cycle de violence, bien évidemment, qui s'accentue. Aujourd'hui, il y a des tensions un peu partout, surtout dans la partie orientale de la RDC. Ces violences continuent. Selon vous, quelles seraient véritablement les causes liées à ce cycle devenu aujourd'hui infernal de ces violences, ces tensions, des conflits que nous sommes en train de voir qui déchirent actuellement l'Est de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, nous allons parler des causes, des conséquences, pistes et des solutions. Le commence directement. Quelles sont les causes? Alors, les causes, il y en a plusieurs. Il y a des causes lointaines, ça va, nous allons dire, il y a des causes aussi à peu près immédiates, mais j'aimerais qu'on puisse se focaliser sur les causes les plus remarquables qui font que nous retrouvons dans cette situation ici et maintenant. La première chose, remarquez très bien, nous quand nous grandissions, on ne savait pas que tel était Chi, tel était Luba, tel était Kassai. Ça, on ne savait pas. On ne savait pas que tel était Rega. On ne savait même pas qu'il y avait telle tribu qui était minoritaire. L'unique minorité que nous savions à l'époque, c'était les Pygmées. Pas plus, pas moins. Mais regardez comment est-ce qu'on est parti. On est parti du point qu'il y a une partie des Congolais qui est marginalisée. Et cette partie-là voudrait en réalité se prendre en charge elle-même parce qu'elle est minoritaire. Il faut que les gens comprennent. C'est de là que nous sommes partis. Ils ont dit qu'on les a privés des terres et donc il n'y avait plus moyen qu'ils puissent avoir quoi que ce soit. Ils devraient se prendre eux-mêmes en main. Moi, je sais que c'est comme ça que c'est parti à Bukavu. Mais la grande question se posait, si aujourd'hui, toutes les tribus disaient qu'elles étaient à leur tour minoritaires et donc non représentées, c'est-à-dire que nous aurons un pays totalement émietté.